Le comte de Valmont a abattu la femme de son barbier pour une simple tache de vin sur un tapis. Mais il ignorait que chaque matin, dans l'intimité du rasage, son esclave déposait une condamnation à mort invisible sous sa peau. Ce que personne ne soupçonnait, c'est que le remède appliqué sur ces rougeurs cachait des milliers d'œufs de mouches à viande, prêts à éclore. La vanité de ce maître cruel va se transformer en un cauchemar biologique, sous les yeux de la haute société de Saint-Domingue. À la fin, le tyran perdra son visage, son prestige et sa vie à cause d'un simple pot de crème. Tout commence par un bruit sec, un claquement qui déchire le silence étouffant de la grande demeure coloniale. Sur le sol de la salle à manger, une flaque de madère s'étend lentement sur un tapis de soie importé de Paris. C'est un tapis qui a coûté une fortune, une pièce unique que le comte de Valmont aimait exhiber comme une preuve de sa réussite. Mais ce soir-là, la main de la femme de Barnabé a tremblé. Une seconde de fatigue, un faux pas, et le précieux tissu est souillé. Valmont ne crie pas. Il ne s'emporte pas. Il se lève, ajuste sa veste de velours et sort son pistolet de duel de sa ceinture. Sans un mot, sans même regarder la femme qui supplie à ses genoux, il presse la détente. La balle traverse le crâne de la malheureuse et son sang vient se mélanger au vin rouge sur la soie. Barnabé est là. Il est debout dans l'embrasure de la porte, le plateau de service encore dans les mains. Il regarde le corps de sa femme s'affaisser. Il regarde le comte qui range son arme avec le calme d'un homme qui vient de chasser un insecte gênant. Valmont se tourne vers lui, lisse sa moustache et dit simplement que le tapis est définitivement gâché. Il ordonne à Barnabé de nettoyer le désordre et de préparer ses affaires pour le rasage du lendemain matin. Pas une once de regret, pas une hésitation. Pour Valmont, une vie humaine ne valait pas le prix d'un textile de luxe. Le lendemain, à l'aube, le soleil commence à chauffer les plantations de canne à sucre. L'air est déjà lourd, chargé de l'odeur de la mélasse et de la sueur. Barnabé entre dans la chambre du maître. Ses mains sont froides, mais elles ne tremblent pas. Il porte le bassin d'eau chaude, les linges blancs et son matériel de barbier. Valmont est assis dans son fauteuil de cuir, le cou dégagé, prêt à recevoir la lame. C'est un rituel de domination. Chaque matin, Valmont confie sa gorge à l'homme dont il vient de briser la vie, persuadé que sa position et sa peur suffisent à le protéger. Reparez bien l'arrogance de cet homme. Certains appellent ça le privilège, mais c'est une cruauté qui finit toujours par porter un nom et un prénom. Barnabé commence à fouetter le savon. Le bruit du blaireau contre le bol en céramique est le seul son dans la pièce. Le comte se regarde dans le miroir de cristal, admirant ses traits qu'il juge supérieurs. Il se plaint d'une légère irritation sur la joue droite, une rougeur due au climat tropical qu'il ne supporte plus. Il exige un soin, quelque chose pour calmer le feu du rasoir. Barnabé hoche la tête. Il sait exactement ce qu'il va utiliser. Dans sa poche, il sent le poids d'un petit pot de céramique bleue, un objet magnifique en apparence, mais qui contient le début de la fin pour le comte de Valmont. Barnabé n'est pas qu'un simple barbier. Avant d'être capturé et vendu, il était ce qu'on appelle un homme de savoir dans son village. Il connaît les plantes, les racines, mais aussi les bêtes qui rampent et celles qui volent. Il sait que la nature possède des armes bien plus terrifiantes que n'importe quel pistolet de duel. Depuis des semaines, il observe les mouches à viande qui tournent autour des écuries, des insectes métalliques, d'un vert brillant, qui cherchent la moindre plaie, la moindre parcelle de chair corrompue pour y déposer leur progéniture. La nuit précédente, après avoir enterré sa femme dans le silence de la forêt, Barnabé n'a pas dormi. Il est allé vers les cadavres de bétail derrière la remise. C'est là qu'il a récolté les œufs. Des milliers de petits grains blanchâtres, presque invisibles à l'œil nu, mais grouillant d'une vie vorace. Il les a mélangés avec soin à un onguent de graisse animale et d'huile de cade. Une préparation épaisse, onctueuse, parfaite pour boucher les pores de la peau et emprisonner les œufs contre la chaleur de la chair humaine. Valmont ferme les yeux pendant que Barnabé applique la crème sur son visage. Il apprécie la fraîcheur du produit. Il ne se doute pas qu'à cet instant précis, des milliers de futures larves sont pressées contre son épiderme, cherchant déjà un passage vers l'intérieur. Le barbier passe la lame de son rasoir avec une précision chirurgicale. Il rase de près, très près, créant des micro-coupures invisibles, ouvrant des portes d'entrée dans le derme du comte.
Chaque passage de l'acier est une invitation pour l'infestation. Le comte soupire de satisfaction. Il se trouve beau. Il se sent puissant. Il ordonne à Barnabé de doubler la dose d'onguent sur ses joues et son cou. Il veut une peau parfaite pour le bal qui doit avoir lieu chez le gouverneur dans quelques jours. Barnabé obéit. Il étale la mixture avec une lenteur calculée, massant le visage de son bourreau pour faire pénétrer les œufs plus profondément. Il sent sous ses doigts les battements de la carotide du comte. Il pourrait appuyer un peu plus fort sur le rasoir et en finir tout de suite. Mais la mort par la lame serait trop rapide, trop propre. Valmont mérite de voir son propre corps le trahir, morceau par morceau. Si vous ne supportez pas de voir la justice se draper dans de beaux vêtements pour mieux cacher ses crocs, abonnez-vous. Et dites-moi, ce pot de crème bleue, était-ce un simple remède ou une sentence déjà signée? Barnabé quitte la chambre en emportant son matériel. Dans le couloir, il croise Marie, une jeune servante qui a tout vu la veille. Elle le regarde avec des yeux écarquillés, pleins de terreur et de pitié. Elle a vu Barnabé près de la remise pendant la nuit. Elle l'a vu écraser des choses dans son mortier. Elle ne dit rien, car elle aussi déteste le comte de tout son être. Mais elle sent que quelque chose de sombre est en train de naître dans cette maison. L'odeur de l'onguent est étrange. Ce n'est pas le parfum habituel de la lavande ou du bois de santal. C'est une odeur de terre humide, de viande qui commence à tourner, masquée par l'huile de cade. Le comte de Valmont, lui, continue sa journée comme si de rien n'était. Il inspecte ses comptes, crie après les surveillants et boit son vin dans des verres en cristal. Mais vers le milieu de l'après-midi, une sensation nouvelle apparaît. Une petite démangeaison sur la joue droite. Rien de grave, juste un picotement agaçant. Il se gratte distraitement avec ses ongles manucurés. Il ne sait pas que sous la surface, la chaleur de son propre sang a déclenché le processus d'éclosion. Les œufs ont trouvé le nid parfait. L'humidité de la peau, la protection de l'onguent gras et cette chaleur constante de 37 degrés. Le soir venu, la démangeaison s'est propagée à son cou. Valmont appelle Barnabé. Il est d'une humeur exécrable. Il accuse le barbier d'avoir utilisé un savon de mauvaise qualité ou d'avoir mal nettoyé ses linges. Il menace de lui couper les mains s'il ne règle pas le problème immédiatement. Barnabé reste calme. Il examine le visage du maître avec une lampe à huile. Il voit les pores dilatés, la peau légèrement gonflée. Il sait que les premières larves viennent de percer leur enveloppe. Elles sont microscopiques, mais elles ont déjà commencé à creuser. Barnabé propose alors un traitement de choc. Il explique au comte que c'est une réaction normale au climat et qu'il faut appliquer une couche plus épaisse de sa crème spéciale pour étouffer l'irritation. C'est le piège parfait. En rajoutant de la crème, il scelle les larves à l'intérieur de la peau, les empêchant de sortir pour respirer, ce qui les force à creuser encore plus profondément vers les tissus riches en oxygène. Valmont accepte, avide de retrouver sa perfection physique. Il se laisse faire, savourant le massage des mains du barbier, ignorant que chaque pression enfonce ses futurs bourreaux plus loin dans sa propre chair. La nuit tombe sur la plantation. Dans le silence de sa chambre luxueuse, le comte de Valmont ne parvient pas à dormir. Ce n'est plus une simple démangeaison. C'est comme si des centaines de petites aiguilles chauffées au rouge s'enfonçaient dans ses joues. Il se lève, va vers le miroir et approche la bougie de son visage. Il voit des petits points rouges, comme une éruption cutanée. Mais s'il regardait de plus près, s'il avait l'œil d'un médecin ou d'un naturaliste, il verrait que ces points bougent, très légèrement, un frémissement imperceptible sous la peau. Le lendemain matin, le visage de Valmont a changé. Ses traits sont lourds, bouffis, ses yeux semblent enfoncés dans des orbites gonflées. Il a de la fièvre. Il fait venir le docteur Lemaire, le médecin de la colonie. Lemaire est un homme imbu de lui-même, qui méprise autant les esclaves que les maladies qu'il ne comprend pas. Il jette un regard superficiel sur le comte et décrète qu'il s'agit d'une simple dermatite tropicale, sans doute causée par un excès de soleil ou de vin. Il prescrit des saignées et du repos. Barnabé est présent dans la pièce, immobile comme une statue. Il écoute le diagnostic erroné du médecin avec un plaisir secret. Il sait que Lemaire ne verra jamais la vérité, parce que la vérité se trouve dans ce qu'il considère comme insignifiant. Un insecte, un onguent de nègre, une petite larve. Le médecin s'en va, laissant Valmont entre les mains de son barbier. Le loup est maintenant seul avec l'agneau qui a appris à mordre. Valmont est paniqué. Le bal du gouverneur est dans 2 jours.
Toute l'élite de Saint-Domingue sera là. Il doit y paraître en triomphe, pour effacer ses dettes et trouver une riche héritière à épouser. Il supplie Barnabé de faire quelque chose. Il lui promet même une récompense, une pièce d'or, s'il parvient à faire dégonfler son visage. Barnabé sourit intérieurement. L'homme qui a tué sa femme pour une tache de vin lui propose maintenant de l'or pour sauver sa peau. Mais Barnabé ne veut pas d'or. Il veut voir la décomposition. Il prépare une nouvelle application. Cette fois, il ajoute de l'huile de cade pure. L'odeur est forte, entêtante. Elle attire les mouches de l'extérieur qui commencent à s'agglutiner contre les moustiquaires de la chambre, comme si elles savaient qu'un banquet se préparait à l'intérieur. Valmont ne remarque rien. La douleur commence à engourdir ses sens. Il sent des mouvements internes, des pulsations qu'il attribue à sa propre circulation sanguine. Il ne se doute pas que les larves ont déjà commencé à se nourrir de son derme, créant des galeries invisibles sous sa surface lisse. Marie, la servante, passe devant la porte et entend un gémissement étouffé. Elle voit Barnabé sortir avec le pot bleu vide. Le barbier a un regard qu'elle n'a jamais vu, un regard de paix absolue, presque de sainteté, mais c'est la paix d'un homme qui a accompli son destin. Elle remarque une mouche verte, énorme, qui s'est posée sur l'épaule de Barnabé. Il ne la chasse pas. Il la laisse s'envoler vers la fenêtre ouverte de la chambre du comte. Le cycle est en marche, et rien, ni les prières, ni l'or, ni la médecine de l'homme blanc, ne pourra l'arrêter. Le visage de la cruauté est sur le point d'être dévoré par sa propre vanité. Le visage du comte de Valmont n'est plus qu'un champ de bataille. Au réveil ce matin-là, la peau de ses joues est si tendue qu'il a l'impression que son crâne va éclater. La rougeur s'est transformée en un violet sombre, malsain, qui semble palpiter au rythme de son cœur. Mais dans son esprit embrumé par la vanité, Valmont refuse de voir la réalité. Pour lui, un aristocrate de son rang ne peut pas être terrassé par une simple irritation. Il s'observe dans le miroir de cristal, tournant la tête de gauche à droite, cherchant un angle qui ne trahirait pas sa déchéance physique. Ce qu'il voit le glace d'effroi, mais il le cache sous une colère noire. Il hurle le nom de Barnabé, sa voix résonnant dans les couloirs vides de la grande demeure. Barnabé arrive avec la lenteur calculée de celui qui sait que le temps travaille pour lui. Il porte à nouveau le bassin d'eau chaude, les linges immaculés et, bien sûr, le pot de céramique bleue. Ce pot, posé sur le plateau d'argent, semble briller d'un éclat sinistre sous les premiers rayons du soleil. Le comte ne remarque pas que les mains de Barnabé sont calleuses et fermes, contrastant avec son propre visage, qui s'affaisse comme une fruite trop mûre. Valmont saisit le bras du barbier avec une force surprenante, ses ongles s'enfonçant dans la peau noire de l'esclave. Il exige des explications. Il veut savoir pourquoi le remède de la veille n'a pas fonctionné. Repara nisso. Tem gente que chama esse tipo de poder de ordem, mas est une cruauté qui finit toujours par porter un nom et un prénom, une masque pour la pire espèce de lâcheté. Barnabé ne baisse pas les yeux. Il explique, d'une voix monocorde et basse, que le mal est profond, qu'il vient de l'humeur du sang et que la chaleur de Saint-Domingue nourrit l'inflammation. Il dit que le pot bleu contient maintenant une préparation encore plus puissante, une recette ancienne capable de tirer le mal vers l'extérieur. Le comte lâche prise. Il veut y croire. Il doit y croire. Le bal du gouverneur approche, et son plan de séduire la fille d'un riche planteur dépend entièrement de son apparence. Il s'assoit, rejette la tête en arrière et ferme les yeux. C'est le moment que Barnabé préfère, celui où le bourreau se livre totalement à sa victime. Pendant que l'eau chaude ramollit la peau, Barnabé observe le travail des larves. Sous l'épiderme, le mouvement est maintenant visible pour qui sait regarder. De petites bosses se déplacent lentement, créant des tunnels minuscules dans les tissus graisseux du visage de Valmont. L'odeur est de plus en plus difficile à masquer. Malgré l'huile de cade et les essences de fleurs que Barnabé a ajoutées, une pointe de charogne commence à flotter dans l'air de la chambre. C'est une odeur sucrée, écœurante, celle de la viande que l'on oublie trop longtemps sous le soleil des tropiques. Le problème, c'est que Valmont commence à avoir des doutes. La douleur n'est plus un simple picotement, c'est une morsure constante, comme si des milliers de petites dents s'attaquaient à ses nerfs. Soudain, il repousse Barnabé. Il se lève, le visage ruisselant d'eau tiède, et pointe un doigt tremblant vers le pot bleu. Il accuse Barnabé de sorcellerie, de vouloir le défigurer. La paranoïa, nourrie par la fièvre qui monte, s'empare de lui. Il ordonne au barbier de goûter sa propre crème. C'est une épreuve classique. Si le remède est bon pour le maître, il ne doit pas tuer le serviteur.
Barnabé ne cille pas. Il plonge ses doigts dans la mixture grise et visqueuse. Il l'approche de ses lèvres et en avale une bonne portion devant les yeux suspicieux du comte. Valmont attend. Il guette un spasme, une grimace de douleur, un signe d'empoisonnement. Mais Barnabé reste de marbre. Ce que le comte ignore, c'est que les œufs de mouche à viande ne sont pas un poison chimique. Ils ont besoin d'un milieu spécifique pour s'épanouir. Une plaie ouverte, une peau irritée, de la chaleur et de l'oxygène. Dans l'estomac, l'acide fera son œuvre et détruira tout. Le piège de Barnabé est biologique, pas gastrique. Rassuré, mais toujours souffrant, Valmont se rassoit. Il laisse Barnabé appliquer une nouvelle couche épaisse de longan sur ses joues et son cou. Mais alors que Barnabé masse délicatement la mâchoire du comte, un bruit se fait entendre à la porte. C'est Marie. Elle apporte du thé, mais ses mains tremblent tellement que les tasses s'entrechoquent sur le plateau. Elle regarde le visage de Valmont et manque de lâcher tout ce qu'elle porte. Elle voit ce que le comte, dans son délire, ne voit pas encore. Une larve, plus audacieuse ou plus affamée que les autres, vient de percer un minuscule trou près de l'oreille du maître. Elle pointe sa tête noire un instant avant de replonger dans l'obscurité de la chair. Marie étouffe un cri et sort précipitamment de la pièce. Valmont, heureusement pour Barnabé, interprète la réaction de la servante comme du dégoût face à sa maladie. Sa vanité en prend un coup, mais cela renforce son envie de guérir à tout prix. Il demande à Barnabé de doubler la dose. Il veut que le visage soit nettoyé pour le lendemain. Le barbier acquiesce. Il sait que la pression monte. Il sait aussi que le docteur Lemaire doit repasser dans l'après-midi. Il faut que l'infestation soit assez avancée pour être irréversible, mais assez discrète pour ne pas être diagnostiquée immédiatement comme ce qu'elle est, un sabotage. L'après-midi est une épreuve de force. La chaleur dans la demeure est suffocante. Les mouches, attirées par l'odeur de décomposition qui émane maintenant clairement de la chambre du comte, se cognent furieusement contre les boiseries. Valmont est prostré dans son lit, un linge humide sur le front. Il commence à entendre des bruits, un bourdonnement sourd qui semble venir de l'intérieur de sa propre tête. Il pense que c'est la fièvre. Il ne sait pas que ce sont les mouvements de centaines de larves qui se bousculent sous sa peau, cherchant de la place, cherchant de la nourriture. Le docteur Lemaire arrive enfin. Il est encore plus arrogant que la veille. Il n'aime pas être dérangé pour ce qu'il considère comme une petite infection cutanée. Il retire les linges que Barnabé a posés. Le spectacle est saisissant. Le visage de Valmont est devenu une masse informe et luisante. Lemaire fronce les sourcils. Il tâte la peau. Il sent que quelque chose ne va pas. La texture est spongieuse, comme si la chair s'était détachée du muscle. Si vous n'acceptez pas que la cruauté soit balayée sous le tapis, abonnez-vous. Ici, on déterre ce que les puissants ont voulu cacher. Et dites-moi, ce pot bleu, symbole de tant de soins, était-il un dernier espoir ou la preuve d'une sentence déjà signée? Lemaire s'apprête à sortir son scalpel pour inciser la peau et drainer ce qu'il croit être un abcès. Barnabé, qui observe la scène depuis un coin d'ombre, sent son cœur s'accélérer. Si le médecin coupe maintenant, les larves vont jaillir et le secret sera révélé. Il doit intervenir, sans paraître suspect. Avec une humilité feinte, il s'approche et suggère au docteur que le comte est très faible, que son sang est trop clair et qu'une incision pourrait provoquer une hémorragie fatale sous ce climat. Il propose d'attendre que la crise passe d'elle-même grâce à un nouveau cataplasme de plantes qu'il a préparé. Lemaire, dont la paresse n'a d'égal que l'incompétence, saisit l'excuse. Il n'a aucune envie de se salir les mains avec une opération compliquée. Il valide l'idée de Barnabé, ordonne de continuer les soins et s'en va, persuadé d'avoir fait son devoir. Valmont, dans son demi-sommeil, entend que le médecin approuve le travail de Barnabé. Sa confiance envers son barbier devient totale. Il voit en lui son seul allié, son seul sauveur. C'est l'ironie ultime de cette histoire. Le prédateur s'accroche à la main de celui qui est en train de l'égorger lentement. La nuit suivante est un enfer. Valmont hurle de douleur. Il sent des choses ramper sur son visage, mais quand il passe sa main, il ne sent que la crème grasse de Barnabé. Il commence à se gratter furieusement. Ses ongles déchirent la première couche de peau, révélant des tissus grisâtres. Il ne saigne presque pas, car les larves ont déjà consommé les petits vaisseaux sanguins. Barnabé doit rester à ses côtés toute la nuit pour l'empêcher de s'arracher le visage. Il lui tient les mains, lui parle doucement, comme on parle à un enfant ou à un animal blessé.
Mais ces paroles sont des rappels constants de la mort de sa femme. Il murmure des détails sur le tapis de soie, sur le bruit du coup de feu, sur le sang qui coulait. Valmont, perdu dans sa douleur, ne comprend pas tout, mais chaque mot s'enfonce dans son esprit comme un venin supplémentaire. Au petit matin, Marie revient. Elle est allée voir une vieille femme dans les montagnes, une guérisseuse qui connaît les secrets de la terre. Elle rapporte une fiole d'huile de cade pure, encore plus forte que celle de Barnabé. Elle la donne au barbier en secret. Leurs regards se croisent. Il n'y a pas besoin de mots. Marie sait maintenant ce qu'il y a dans le pot bleu. Elle sait que Barnabé est en train de transformer le comte en un cadavre ambulant. Elle choisit de se taire. La haine qu'elle porte à Valmont est plus forte que sa peur du péché. Le jour du bal est arrivé. Le gouverneur a envoyé son carrosse. Valmont, soutenu par Barnabé, parvient à se lever. Il est d'une pâleur cadavérique, mais le gonflement semble avoir légèrement diminué. C'est un signe trompeur. Les larves sont entrées dans une phase de repos avant leur transformation finale. Barnabé utilise tout son talent pour maquiller le désastre. Il applique des couches de poudre blanche, du fard rouge et ajuste une perruque poudrée pour cacher les bords de l'infection. Il recouvre le cou de Valmont d'une haute cravate de soie. De loin, dans la pénombre, le comte ressemble encore à un homme. De près, il dégage une odeur de fleurs fanées et de pourriture que même les parfums les plus chers ne parviennent pas à étouffer. Valmont se regarde une dernière fois dans le miroir. Il sourit, une grimace terrifiante qui fait craqueler le maquillage. Il se croit prêt. Il croit qu'il va conquérir la salle de bal. Il ignore que la chaleur des centaines de bougies du palais du gouverneur va agir comme un catalyseur. La chaleur va réveiller les milliers d'invités affamés qui dorment sous sa peau. Et ce soir-là, devant toute la haute société de Saint-Domingue, le masque de la vanité ne va pas seulement tomber. Il va littéralement s'animer. Barnabé prépare le carrosse. Il a rangé ses affaires, mais il a gardé une chose, le pot de céramique bleue, maintenant vide de crème, mais grouillant de restes de vie. Il sait que ce soir, il n'aura plus besoin de se cacher. Le tournant est arrivé. Ce qui a commencé par une tache de vin sur un tapis va se terminer dans un cri d'horreur qui marquera l'histoire de la colonie à jamais. Le comte de Valmont s'apprête à faire son entrée dans le monde, sans se douter que c'est sa propre chair qui va faire le spectacle. Le carrosse cahote sur le chemin de terre qui mène au palais du gouverneur, et chaque secousse est un coup de poignard dans le visage du comte de Valmont. À l'intérieur de la cabine close, l'air est devenu irrespirable. Valmont est assis, raide comme un cadavre, ses mains gantées de blanc agrippant nerveusement le pommeau d'argent de sa canne. Il transpire abondamment, et c'est là son plus grand danger. La sueur est en train de dissoudre le mélange de poudre et de fard que Barnabé a mis des heures à appliquer. Sous la couche de maquillage, la peau ne respire plus. Elle bout. Les larves, excitées par la chaleur corporelle et l'humidité ambiante, sont sorties de leur torpeur. Pour elle, le banquet a repris de plus belle. Barnabé est assis en face de lui dans l'ombre. Il observe son maître avec la froideur d'un entomologiste étudiant un spécimen en train de se décomposer. Il voit une goutte de sueur jaunâtre perler à la tempe du comte, emportant avec elle un sillage de poudre blanche pour révéler une peau d'un violet malsain. Valmont ne dit rien, mais ses yeux sont injectés de sang. Il commence à avoir des hallucinations. Il croit entendre des murmures, des milliers de voix minuscules qui discutent à l'intérieur de ses oreilles. Ce qu'il entend en réalité, c'est le bruit de mandibules microscopiques qui déchirent ses tissus, un frottement incessant qui lui dévore la raison. Le problème, c'est que Valmont refuse de perdre la face, au sens propre comme au sens figuré. Sa fortune est en ruine, ses créanciers frappent à sa porte, et ce bal est sa dernière chance de survie sociale. Il se répète mentalement qu'il est un Valmont, que son sang est noble, et que la volonté peut vaincre n'importe quelle maladie. Mais la volonté ne peut rien contre un parasite affamé. Barnabé le sait. Il sent dans sa poche le petit flacon d'huile de cade. C'est son arme secrète. L'odeur de cette huile est un signal, un phare pour les insectes de la nuit. Si vous ne supportez pas ce genre de mensonge bien habillé, si vous croyez que la vérité doit toujours finir par éclater, inscrivez-vous. Et dites-moi, cette preuve, le flacon d'huile de cade caché par le barbier, était-ce un simple accessoire ou la signature d'une sentence de mort? Lorsqu'ils arrivent enfin devant les grilles du palais, l'opulence du lieu contraste violemment avec l'état intérieur du comte. Des centaines de lanternes de papier
illumine les jardins, et la musique d'un orchestre de chambre flotte dans l'air chaud. Valmont descend du carrosse, soutenu discrètement par Barnabé. À chaque pas, il sent son visage s'affaisser un peu plus. La gravité est son ennemi. La chair, décollée de ses attaches par le travail de forage des larves, semble vouloir glisser vers le bas, comme un masque de cire laissé trop près du feu. À l'entrée du grand salon, le valet annonce « Monsieur le comte de Valmont ». Toutes les têtes se tournent. Pendant un instant, l'illusion fonctionne. Les lumières des lustres sont flatteuses, et le costume de soie pourpre du comte impose le respect. Mais alors qu'il s'avance vers le gouverneur, une odeur étrange commence à se répandre. Les invités se regardent, perplexes. C'est une odeur que l'on ne s'attend pas à trouver dans un bal, un mélange de musc coûteux et de viande oubliée au soleil. Valmont sourit, ou du moins essaie de sourire, mais le mouvement fait craquer la croûte de maquillage sur sa joue droite. Le gouverneur s'approche pour le saluer. C'est un homme d'expérience qui a vu bien des horreurs dans les colonies, mais il recule d'un pas imperceptible. Il remarque que le visage de Valmont ne bouge pas naturellement. Les muscles ne répondent plus. C'est une masse figée qui semble animée par une vie interne et indépendante. Le gouverneur lui demande s'il se sent bien. Valmont répond par une phrase banale, mais sa voix est sifflante. Il a du mal à articuler parce que les larves ont commencé à attaquer les terminaisons nerveuses autour de sa bouche. C'est à ce moment-là que Barnabé, resté à quelques pas derrière lui comme un serviteur dévoué, sort discrètement le flacon d'huile de cade. Il en dépose une seule goutte sur le tapis, juste derrière les talons du comte. C'est le signal. Dans la salle de bal, les mouches, attirées par la lumière et les odeurs, commencent à converger vers Valmont. Elles ne sont pas les seules. La chaleur des centaines de bougies agit comme un four. À l'intérieur des tunnels creusés sous la peau du comte, la température augmente. Les larves, suffoquant sous les couches de maquillage et d'onguents, cherchent désespérément de l'air. Elles remontent vers la surface. Valmont entame une danse avec mademoiselle de Saint-Avit, l'héritière qu'il convoite. C'est un menuet lent, gracieux. Mais au milieu de la piste, la catastrophe se précise. La jeune femme, à quelques centimètres de son visage, pâlit brusquement. Elle voit quelque chose. Un petit mouvement comme une vague qui parcourt la joue du comte sous le fard blanc. Puis, elle voit une perle de pus jaunâtre s'échapper d'un pore dilaté et couler lentement vers le menton de Valmont. Elle essaie de s'écarter, mais il la retient fermement, sa main gantée serrant son poignet avec une force de désespéré. « Vous êtes ravissante ce soir », murmure-t-il. Mais en prononçant ces mots, l'effort musculaire est trop grand. Une fissure s'ouvre au coin de ses lèvres. Ce n'est pas du sang qui en sort. C'est un liquide clair et fétide, et avec lui, une larve blanche, grasse, longue d'1 centimètre, qui tombe sur le décolleté de soie de la jeune femme. Le cri qui s'ensuit déchire la musique de l'orchestre. Mademoiselle de Saint-Avit s'effondre en arrière, désignant du doigt le visage du comte avec une horreur absolue. Le silence tombe sur la salle de bal. Un silence lourd, épais, seulement troublé par le bourdonnement des mouches qui tournent maintenant en nuées serrées autour de la tête de Valmont. Le comte reste immobile au milieu de la piste. Il ne comprend pas tout de suite. Il porte la main à sa joue et c'est le geste de trop. En frottant sa peau, il arrache une large plaque de maquillage et de derme mort. Ce qui apparaît en dessous provoque des hauts-le-cœur dans toute l'assemblée. La chair est à vif, mangée jusqu'aux muscles, et dans les cavités béantes, des centaines de larves s'agitent, tordant leur corps blanchâtre à la lumière des bougies. Valmont regarde ses doigts. Ils sont couverts de ces bêtes grouillantes. La panique s'empare de lui. Il commence à gratter son visage avec ses 2 mains, arrachant des lambeaux de sa propre peau pour tenter d'extraire ce qui le dévore. Mais plus il gratte, plus il en découvre. C'est un puits sans fond de putréfaction. Les invités reculent, se bousculant pour sortir de la salle. Les femmes s'évanouissent, les hommes crient au scandale, à la malédiction, à la peste. Le gouverneur hurle aux gardes d'intervenir, mais personne n'ose approcher cette chose qui fut un homme et qui n'est plus qu'un nid d'insectes vivants. Barnabé ne bouge pas. Il regarde la scène avec une satisfaction glaciale. Il voit le docteur Lemaire, pétrifié dans un coin, réaliser enfin l'ampleur de son incompétence. Le médecin comprend que ce n'est pas une maladie qu'il a laissé progresser, mais un crime. Il voit Barnabé et pendant une seconde, leurs regards se croisent. Le docteur lit dans les yeux de l'esclave toute la vérité. Le pot bleu, l'huile de cade,
la vengeance. Mais le maire ne dira rien. S'il parle, il admet sa propre stupidité. Il admet qu'il a laissé un esclave se jouer de lui et de toute la colonie. Valmont est maintenant à genoux. Il ne voit plus rien, ses paupières ayant été les premières consommées. Il hurle de douleur et de honte, un son inhumain qui ressemble au cri d'un animal que l'on égorge. Il appelle Barnabé. Il le supplie de l'aider, de lui donner son remède, de le tuer, peu importe. Mais Barnabé se contente de s'approcher lentement. Il se penche vers l'oreille du comte, évitant soigneusement les mouches qui s'agglutinent, et lui murmure une dernière chose, une chose que personne d'autre n'entend dans le chaos de la salle. Le sang sur le tapis ne s'efface jamais, monsieur le comte. Il finit toujours par remonter à la surface. C'est le tournant définitif. La preuve est là, sous les yeux de tous, mais elle est biologique. Comment accuser Barnabé? Il n'a fait qu'appliquer la crème que le maître exigeait. Il n'a fait qu'obéir. La justice des hommes est impuissante face à la justice de la nature. Valmont, le lion de Saint-Domingue, l'homme qui se croyait au-dessus des lois humaines et divines, n'est plus qu'une ruine organique. Son prestige s'est envolé avec l'odeur de sa chair corrompue. Les titres de noblesse ne protègent pas des larves. Alors que les gardes se décident enfin à jeter une couverture sur le corps convulsé de Valmont pour le traîner hors de la vue du public, Barnabé recule vers les ombres. Il sait que le chaos qui va suivre est sa meilleure chance. La nouvelle de cette maladie terrifiante va se répandre comme une traînée de poudre. On parlera de sortilèges, de punitions divines, de peste noire. Personne ne pensera au barbier silencieux qui range soigneusement son rasoir. La vanité de Valmont a été son propre bourreau, et Barnabé n'a été que l'instrument patient d'une fatalité inévitable. La maison de Valmont vient de s'effondrer, non pas sous les coups d'une révolte, mais sous le poids de sa propre pourriture intérieure, rendue visible au monde entier. Le chaos qui a suivi l'effondrement du comte de Valmont dans la salle de bal n'était que le prélude à une chute bien plus profonde. Alors que les gardes le traînent vers son carrosse, enveloppé dans une nappe arrachée à une table de buffet, l'odeur de la charogne semble s'incruster dans les dorures du palais. Le gouverneur, le visage livide, ordonne que l'on brûle les tapis où le comte a piétiné. La panique est totale. Dans les jours qui suivent, la rumeur se propage dans tout Saint-Domingue. Valmont a été frappé par une malédiction divine, une peste noire qui dévore les pécheurs par l'intérieur. On ne parle plus de lui comme d'un noble, mais comme d'un lépreux, un paria que même la terre refuse d'accueillir. Barnabé, lui, est déjà loin dans sa tête. Pendant que le carrosse ramène ce qui reste de son maître vers la plantation, il reste assis sur le siège du cocher, le regard fixé sur l'horizon noir. Il n'a plus besoin de feindre l'humilité. Il n'a plus besoin de baisser les yeux. Le travail est fait. Sous la nappe, Valmont gémit, un son qui n'a plus rien d'humain. Les larves ont atteint les cavités sinusales. Elles explorent maintenant les zones proches du cerveau. La douleur est telle que le comte a perdu la notion du temps et de l'espace. Il n'est plus qu'un réceptacle de souffrance, une preuve vivante que la chair est aussi fragile que l'orgueil est immense. Repara nisso. Tem gente que acha que o silêncio é sinal de medo, mas às vezes é apenas a paciência da justiça se préparando para dar le coup de grâce. En arrivant à la demeure, l'atmosphère a changé. Les autres esclaves, ayant eu vent de ce qui s'est passé au bal, observent le retour du maître avec un mélange de crainte et de satisfaction muette. Personne ne se précipite pour aider les gardes à porter le comte jusqu'à sa chambre. Valmont est jeté sur son lit de soie, celui-là même où il se pavanait quelques jours plus tôt. Mais la soie est bientôt souillée par les fluides qui s'échappent de son visage dévasté. Le docteur Lemaire, convoqué en urgence, refuse d'entrer dans la pièce. Il reste sur le pas de la porte, un mouchoir imbibé de vinaigre sur le nez, et déclare que la situation est désespérée. Il parle de gangrène foudroyante, un mensonge pratique pour cacher son ignorance et sa lâcheté. Le médecin s'enfuit avant l'aube, emportant ses instruments, de peur que la malédiction ne soit contagieuse. Barnabé se retrouve seul dans la maison, avec Marie et le moribond. C'est le moment qu'il attendait. Ce n'est plus le barbier qui entre dans la chambre, c'est le juge. Il n'apporte pas d'eau chaude, ni de linge propre. Il apporte une plume, de l'encre, et le pot de céramique bleue, désormais vide et propre comme un trophée de guerre. Valmont, dont un œil a été complètement consommé, l'autre n'étant plus qu'une fente vitreuse, sent sa présence. Il essaie de parler,
de demander de l'eau, mais sa langue est lourde, entravée par l'infection qui gagne la gorge. Barnabé s'assoit au bureau du comte. Il commence à fouiller les tiroirs. Il sait où Valmont cache ses documents les plus précieux. Il trouve les titres de propriété de la plantation, des lettres de change et une réserve d'or dissimulée derrière un panneau de bois. Il prend tout. Ce n'est pas du vol à ses yeux. C'est une récupération de salaire pour des années de servitude et un dédommagement pour une vie fauchée. Pendant qu'il vide le coffre, il entend le râle de Valmont. Le comte essaie de se redresser, mais ses forces l'ont abandonné. Il voit, dans un dernier éclair de lucidité, son esclave s'emparer de ses richesses. La rage l'étouffe, mais il ne peut que produire un gargouillis de sang et de larves. Si vous ne supportez pas de voir le mal triompher en silence, et si vous croyez que chaque crime finit par avoir sa signature, abonnez-vous. Et dites-moi, cette lettre, l'aveu du crime que Barnabé s'apprête à laisser, était-elle le seul moyen de briser définitivement le nom des Valmont? Barnabé prend alors une feuille de papier et commence à écrire. Il écrit avec une calligraphie parfaite, celle qu'il a apprise en secret au fil des années. Il ne raconte pas seulement l'histoire de Longan et des œufs de mouche, il raconte le meurtre de sa femme. Il décrit avec une précision glaciale la tache de vin sur le tapis de soie, le bruit du pistolet et le sourire de Valmont après l'exécution. Il explique que la pourriture du visage du comte n'est que le reflet de la pourriture de son âme. Il signe de son nom Barnabé, homme libre par la grâce de sa propre main. Il laisse la lettre bien en vue sur le bureau, lestée par le flacon vide d'huile de cade. C'est la preuve matérielle, le lien que personne ne pourra ignorer. Il sait que le gouverneur trouvera ce message. Il sait que le nom de Valmont sera rayé des registres de la noblesse pour être inscrit dans ceux de l'infamie. La justice émotionnelle est en marche. Ce n'est plus seulement une mort physique, c'est l'effacement total d'une lignée. Le comte mourra en sachant que le monde entier connaît son crime et sa défaite face à l'homme qu'il considérait comme un meuble. Avant de partir, Barnabé retourne une dernière fois au chevet de Valmont. L'odeur est devenue insoutenable, mais il ne recule pas. Il veut que le comte voie son visage une dernière fois. Il se penche et retire le pansement de fortune que les gardes avaient posé. Le spectacle est une abomination. Les larves ont fini leur travail sur les tissus mous et commencent à s'attaquer au cartilage du nez. Le visage n'est plus qu'un trou béant, une bouche d'ombre d'où s'échappe un murmure de mort. Barnabé ne ressent pas de pitié. Il ressent une fin de cycle. « Vous avez tué ma femme pour un tapis », murmure-t-il. « Maintenant, vous allez mourir pour une crème à raser. » La balance est équilibrée. Il sort de la chambre, ferme la porte à clé et jette la clé dans le puits de la cour. Marie l'attend près des écuries. Elle a scellé 2 chevaux et préparé des sacs de provisions. Elle a aussi prévenu les autres esclaves. Avant que le soleil ne se lève, un incendie se déclare dans les champs de canne à sucre. C'est le signal. La plantation Valmont est en train de mourir. Barnabé et Marie s'élancent vers les montagnes, vers les camps de marrons où la liberté s'achète avec du courage et du fer. Ils ne se retournent pas. Derrière eux, la grande maison coloniale n'est plus qu'une silhouette sombre promise aux flammes et à l'oubli. Le lendemain, les autorités arrivent sur les lieux. Ils trouvent une maison désertée, des champs en cendres et une puanteur qui semble sortir des murs. Le gouverneur lui-même entre dans la chambre du comte, protégé par un masque de cuir. Il trouve Valmont encore en vie, mais c'est une vie qui n'a plus de nom. Le comte est allongé dans ses propres excréments, le visage grouillant d'insectes, incapable de bouger ou de crier. Sur le bureau, le gouverneur lit la lettre de Barnabé. Il lit la description du meurtre de la servante. Il voit le pot bleu et comprend tout. L'ordre est donné de ne pas soigner Valmont. Pour le gouverneur, le scandale est trop grand. Si l'on apprend qu'un esclave a pu déjouer la surveillance d'un noble et l'éliminer de cette façon, c'est toute l'autorité coloniale qui tremblera. Il décide de classer l'affaire comme une maladie contagieuse et honteuse. Valmont est transporté dans un hospice pour indigents, loin de la ville, où il finit ses jours dans l'anonymat le plus total. Il devient ce mendiant défiguré dont les enfants ont peur, celui qui ne peut plus articuler que des sons incompréhensibles, hanté par le souvenir d'un barbier et d'un pot de crème bleue. Ses terres sont saisies pour payer ses dettes colossales. Son nom est effacé des archives. Le tapis de soie, celui qui avait causé tant de malheur, est brûlé avec le reste de ses meubles. Il ne reste rien du comte de Valmont, si ce n'est une légende sombre que les esclaves se racontent le soir, à voix basse,
pour se rappeler que même les maîtres les plus cruels ont une peau que les insectes peuvent dévorer. La vanité a été son tombeau, et son mépris pour la vie humaine a été l'outil de sa propre destruction. Barnabé et Marie, quant à eux, atteignent les sommets des montagnes bleues. Ils y trouvent une communauté d'hommes et de femmes qui ont refusé de plier. Barnabé n'utilise plus son rasoir pour raser les maîtres, mais pour soigner les siens. Il garde toujours avec lui un petit morceau de céramique bleue, un fragment du pot qu'il a brisé avant de partir. C'est son rappel que la patience est la plus tranchante des lames. Il a perdu sa femme, mais il a regagné sa dignité et sa liberté. La forêt tropicale, avec ses bruits et ses bêtes, est devenue son allié, un rempart imprenable contre ceux qui croient que l'on peut posséder l'âme d'un autre homme. Abonnez-vous. Ici, on tire les fils que l'histoire a tenté de couper. Et dites-moi, selon vous, est-ce que Barnabé est allé trop loin dans sa vengeance ou est-ce que chaque larve était la conséquence directe d'un crime resté impuni? Celui qui croit pouvoir piétiner la dignité d'autrui sans conséquence finit par être consommé par ses propres erreurs. La vanité est un masque de verre qui finit toujours par éclater, révélant la vérité que l'on a tenté de cacher. La justice ne vient pas toujours du ciel, elle rampe parfois sous la peau silencieuse et implacable.